Radio Courtoisie, indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. On passe dans quelques secondes à l'entretien de Liselotte Dutreuil avec Laurent Oberton, qui, je le rappelle, est journaliste, essayiste, auteur de La France Orange Mécanique, paru en 2013, et de Guérilla, et dernièrement Raisonnablement sexiste, paru en 2023 aux éditions Magnus. Je laisse la parole, l'antenne, à Liselotte Dutreuil. Bonjour. Bonjour Maud, et merci d'avoir présenté mon invité. Bonjour à vous aussi, Laurent Oberton. Bonjour. Alors, parmi la description, la biographie que Maud a dressée de vous, on pourrait aussi dire que vous êtes ce qu'on appelle un observateur de l'insécurité. Et je vais commencer par cette question. Pourquoi vous intéressez à ce point aujourd'hui à l'insécurité en France ? L'insécurité, c'est vraiment le révélateur ultime de l'état de santé d'une société. Et en l'occurrence, comme cet indicateur m'a paru assez alarmant dès mes premiers pas dans le journalisme, je me suis dit qu'il était assez nécessaire de mettre le débat sur la table, puisque malheureusement, à cette époque, le sujet était un petit peu laissé sous le boisseau, comme on dit. On avait beaucoup de mal en France à aborder frontalement le problème dans toute son ampleur, parce que l'insécurité nous renvoyait au tabou de la part de l'immigration dans cette insécurité. Et à partir de là, il était extrêmement difficile de parler posément de ce sujet sans être accusé de faire le jeu de on sait qui, et d'avoir un débat équilibré et normal. Même de transmettre des informations de base, puisqu'en 2013, l'argumentaire de mon livre La France Orange Mécanique, c'était il y a 200 viols tous les jours, il y a 13 000 vols, il y a 2000 agressions, et personne ne savait cela parce que tout simplement les médias ne faisaient pas leur travail d'information à ce sujet. Est-ce que vous pensez que ça a changé, qu'aujourd'hui c'est un sujet qui est admis comme il doit l'être dans le débat ? On a le ministère de l'Intérieur récemment qui a publié lui-même des chiffres sur la part d'agressions sexuelles commises dans les transports en commun par des étrangers, par exemple. Oui, il y a incontestablement une évolution. Les chiffres circulent beaucoup plus. Pour le coup, les publications du ministère de l'Intérieur, à quelques exceptions près, notamment la part des cambriolages qui est de façon un peu astucieuse et minimisée dans les chiffres officiels, mais à part ça, les chiffres des violences aux personnes sont assez clairs. Les publications sont effectuées. Les médias relaient ces publications, mais alors c'est une autre source d'inquiétude parce que on a vu justement, grâce à ces publications, que tous les records sont battus en matière de violence aux personnes depuis le début du mandat Macron, c'est-à-dire que chaque année, un record tombe, le record des violences, des agressions gratuites, le record des violences sexuelles, et ainsi de suite chaque année. Donc on a battu l'an dernier, en 2023, le record absolu de ces violences, sans aucun précédent historique. Et à partir de là, aucune conclusion n'en est tirée. C'est-à-dire que messieurs Darmanin et Dupond-Moretti sont restés tranquillement à leur poste, alors qu'on atteint vraiment des niveaux aberrants de violence, alors que déjà en 2012, ils étaient très supérieurs à la norme sous François Hollande, quand j'ai écrit Orange Mécanique. Et maintenant, on a complètement dévissé, notamment les fameuses violences impliquant des armes blanches. On parle de à peu près 120 faits par jour, 120 agressions, coups et blessures avec une arme blanche chaque jour en France. Donc ce sont des chiffres vertigineux et il semble que les pouvoirs publics n'en prennent absolument pas la mesure. Dans vos livres, Laurent Oberton, vous décryptez justement cette insécurité et vous essayez de prédire ce à quoi elle pourrait aboutir, en l'occurrence, par exemple, une guerre civile. Est-ce que quand vous contemplez cette actualité, cette évolution des chiffres, vous diriez que vos prédictions pour l'instant s'avèrent justes ? Est-ce qu'on est toujours sur ce chemin-là ? C'est-à-dire que pour moi, la guerre civile est là, elle suit son cours, elle est larvée en quelque sorte, puisque les grands médias, enfin, c'est devenu extrêmement banal, là, si vous voulez. On voit tous les jours des jeunes qui meurent d'une rixe au couteau. Les violences gratuites, aujourd'hui, il faut savoir en France que elles font davantage de blessés que les accidents de la route. C'est pareil, c'est un fait nouveau. Donc pour moi, déjà, ce pays est dans un simili état de guerre et on s'évertue à l'ignorer. Sauf que c'est pas en fermant les yeux qu'on va régler ça. Et malheureusement, les chiffres continuent de grimper. La justice ne change absolument rien à son mode de fonctionnement.
Donc fatalement, on aura des explosions de type les émeutes qui ont suivi la mort de Naël, et il y en aura d'autres. Et à chaque fois, on dira, ah, mais il faut des investissements, il faut des moyens, etc. Mais pour l'instant, en tout cas, absolument rien ne va dans le sens d'une prise de conscience réelle du phénomène. On va reparler de cet événement de Naël qui est assez emblématique. Mais avant cela, j'aimerais reciter vos propres mots, ce que vous venez de prononcer. La guerre civile est là, mais c'est devenu complètement banal. Est-ce que justement, vous croyez encore à un moment de bascule, ou est-ce que la situation et le chaos se sont installés de façon tellement insidieuse qu'on a fini par s'habituer à le côtoyer, qu'on s'est acclimaté justement à cette insécurité? J'ai vraiment cette impression. On est à 5000 homicides et tentatives par an. Pareil, c'est un record sans précédent. Et il y a vraiment une passivité, une résignation de la population. On a vu par exemple en Angleterre ou en Irlande, on a vu des réactions très fortes de la population face à qui ont réagi à des faits divers, c'est ce qu'on appelle des faits divers, qui sont en réalité des exactions. On a eu des réactions très fortes de la population, qui ont été d'ailleurs réprimées très sévèrement par les autorités. Et en France, on a cet attentisme. En France, il suffit d'un rassemblement silencieux en la mémoire d'une gamine de 12 ans qui a été qui a fini dans une mallette, qui a été massacrée. Et ça, déjà, c'est un scandale. Donc, à partir de là, voilà, il y a une pression aussi très forte qui pèse sur la population pour ne pas réagir, pour ne pas en parler, pour ne pas faire le jeu de on sait qui. Et pour l'instant, c'est comme ça. Alors voilà, est-ce que la cocotte minute va tenir, ou est-ce que ça va finir par sauter d'une manière ou d'une autre? Ça, c'est assez difficile à prédire. Vous expliquiez il y a un peu plus d'un an justement au micro de Sud Radio que la France était un bidon d'essence. Aujourd'hui, vous n'en êtes plus tout à fait sûr, ou alors plutôt c'est un bidon d'essence, mais vous ne savez pas si l'étincelle viendra. Exactement. Il y a énormément d'étincelles, mais est-ce que les vapeurs vont s'enflammer ou pas? Ça, c'est une question mystérieuse, évidemment, si on savait prévoir à l'avance ce genre d'événement. Mais Mm. justement, l'affaire Naël, par exemple, a explosé alors qu'il y avait eu énormément d'autres affaires similaires, et il y en a d'ailleurs à peu près tous les jours. Et il ne se passe rien. Donc, les éléments déclencheurs sont toujours assez mystérieux. En tout cas, pour l'instant, ce genre d'embrasement semble venir davantage des populations issues de l'immigration, de ce qu'on appelle les quartiers populaires, que de la population majoritaire qui, elle, semble le témoin passif résigné de l'agonie de son pays. Mm. Mais c'est aussi parce que, justement, je pense que le citoyen français a perdu un petit peu cette notion d'appartenance, puisqu'il a vu sa société se morceler, s'atomiser et s'effondrer, et il se dit finalement, je vais pas me battre pour elle. La France, tant pis, c'était une belle idée, mais ben, c'est terminé. Donc c'est un petit peu chacun pour soi. C'est peut-être aussi pour ça qu'il n'y a pas de mouvement de révolte de grande ampleur. Oui, parce que vous parliez de l'Angleterre. Alors, vous disiez qu'en France, il n'y avait pas beaucoup de mouvements de grande ampleur aussi, parce qu'il y a une forte pression justement sur les gens qui pouvaient montrer des signes de protestation. En Angleterre, il y en a eu aussi énormément. On a mis certains manifestants en prison, et pourtant, ils n'ont eu aucun mal à manifester. C'est vraiment une différence de mentalité plus que de système, Laurent Oberton. Oui, oui, il y a tout un tas d'explications sociologiques, géographiques concernant ces réactions aux émeutes en Angleterre. En France, encore une fois, le sentiment de communauté est peut-être pas encore suffisamment vivace. Les Français, encore une fois, sont un petit peu dans le chacun pour soi. Là où ils pourraient réagir, bah, c'est dans le fond de leur campagne. Mais donc c'est loin comment dire, des foyers périurbains les plus à risque, les plus chauds. Donc ça, pour l'instant, il n'y a pas cette réaction. Il y a une réaction qui est bien plus rampante, une réaction ben, électorale, par exemple. On a vu que les Français votaient de plus en plus mal selon les critères de la Macronie, parce que évidemment, ils votent majoritairement contre cette insécurité et contre cette immigration qu'on leur impose depuis des décennies. On leur a jamais demandé leur avis. Ils ont à chaque fois fait savoir qu'ils étaient totalement contre, mais on leur a imposé et on continue de le faire. Et on leur fait aussi porter le chapeau, la responsabilité de tout ce qui se passe mal, en disant le coupable n'est pas coupable, c'est la société, c'est parce que
les jeunes n'ont pas assez de moyens, de city-stade et je sais pas quoi. Bah, pour l'instant, ça tient comme ça, mais en tout cas, il y a quand même une réaction dans les consciences, une forme de contestation électorale à tout le moins, puisque on voit que des partis qui s'engagent fortement contre le laxisme judiciaire et contre l'immigration atteignent des scores aujourd'hui qui les placent, enfin qui sont même majoritaires dans notre pays, et je pense dans les esprits, parce que encore une fois, cette pression mentale qui pèse sur les Français fait qu'ils ne votent pas si mal qu'ils le pensent, en quelque Mm. sorte. Est-ce que vous pensez que cette réponse par le vote à l'insécurité suffira? Est-ce qu'il y a des Français aujourd'hui qui disent de toute façon, notre avenir ne se jouera plus dans les urnes? Qu'est-ce que vous en pensez de ça, Laurent Oberton? Oui, moi je suis assez d'accord avec ça. La politique ne suffira pas, ça c'est sûr. C'est-à-dire qu'on a encore une fois pris cette habitude de regarder tout ça depuis son canapé, de commenter l'actualité, de confier à d'autres le soin de sauver la situation. C'est un gigantesque transfert de responsabilité, la politique, c'est-à-dire on imagine que tel ou tel, ben lui, il va le faire à notre place. On n'aura pas à se salir les mains, on n'aura rien à faire de plus. Et je pense que c'est pas du tout la bonne façon de faire. Si cette population avait justement une réactivité plus forte, un degré d'exigence plus élevé, la capacité réelle à se faire entendre en s'en donnant les moyens, et ces moyens sont extrêmement nombreux, eh bien, la politique, déjà, le politicien serait beaucoup moins fier et dirigiste et beaucoup plus à l'écoute de cette population et de ses attentes. Mm. Réellement, pour le coup, les gouvernants serviraient la volonté populaire, mais pour l'instant, on en est extrêmement loin. Et alors, on a certains gouvernants qui tentent de le faire, comme Matteo Salvini, et qui se retrouvent en mauvaise posture vis-à-vis de la justice. C'est une autre question, ça, le rôle de la justice, justement, Laurent Berton. Oui, on voit très bien que ces magistrats utilisent le droit pour imposer une vision idéologique du monde, puisqu'ils utilisent le droit contre le droit, en quelque sorte. C'est assez aberrant ce qui se passe parce que Salvini a empêché des migrants illégaux d'accoster en Italie, et donc les réquisitions sont de 6 ans de prison à son encontre par les magistrats italiens. Alors, donc, ça voudrait dire qu'un gouvernant, un premier ministre, il était vice-premier ministre, serait obligé d'accepter l'immigration illégale. Et c'est le message vraiment qu'on envoie au peuple, c'est-à-dire on peut rien y faire. Enfin, on entend ça toute la journée sur les ondes. C'est la marche de l'histoire, etc. Il faut accueillir ces malheureux sans aucune limite. Voilà. Donc à partir de là, on essaie de conditionner la population à ça. Mais cette immigration se traduit par l'effondrement du capital social, le lien de confiance qu'unit les individus entre eux, qui font qu'une société, c'est tout ce qui garantit la possibilité d'une société. Et c'est ce que cette idéologie dominante essaie de défaire. Donc elle est judiciaire, elle est médiatique, elle a accès à tous les leviers du pouvoir, du conditionnement des populations, et c'est très difficile de lutter contre elle. Le citoyen se trouve désarmé et dépossédé de son destin face à tout ça. Mm. Je reviens un instant à cette notion d'embrasement de la société. On a cité quelques crises, comme par exemple celle au moment de Naël. Est-ce que vous pensez encore qu'il peut y avoir un grand embrasement ou est-ce que ce sera toujours des petits feux ponctuels comme ça? Parce que finalement, une fois la crise passée, bon, bah, maintenant, Naël, on n'en parle quasiment plus. Oui, alors moi, effectivement, pour l'instant, on est plutôt dans ce scénario-là. Les banlieues, quand elles s'embrasent, c'est assez spontané, mais très rapidement, on sent quand même que le trafic, notamment, doit reprendre ses droits, qu'on siffle un petit peu la fin de la récréation en disant, allez, on s'est bien amusé, mais maintenant, les affaires doivent reprendre. Donc, c'est très utile aussi hein, ces trafiquants d'avoir cette pression régulière parce que ça met les pouvoirs publics dans un état de soumission face à la violence, face à la rue. On sait que ça peut s'embraser, donc à partir de là, on demande aux policiers d'en faire un peu moins, de moins poursuivre les délinquants, de moins aller dans les quartiers sensibles, de moins toucher au trafic. Donc c'est une forme de chantage à la violence qui est assez efficace. Et en plus, ça permet le transfert d'argent public pour les associations, pour tout un tas de choses. Donc pour eux, c'est très utile, mais ça ne doit pas durer, ça ne doit pas durer outre mesure.
Et la population générale, Monsieur Moyen, lui, se dit qu'il a encore beaucoup à perdre. On n'est pas encore dans la situation de l'Argentine. On a encore un travail, on a une situation, on a ces petits biens matériels à défendre. Donc on se dit qu'on risquerait gros je sais pas, manifester contre cette insécurité, à se faire entendre. On serait désigné, on aurait beaucoup d'ennuis, notre banque fermerait notre compte, etc. Donc, ne faisons rien, c'est plus prudent, et espérons que ça s'améliore tout seul. Malheureusement, encore une fois, je ne pense pas que ce soit la solution, mais c'est celle qui est, pour l'instant, majoritaire. Mm. Vous avez pointé du doigt le rôle des dealers dans l'apaisement des crises et cette espèce de chantage. Les imams aussi ont un rôle, on en a un peu parlé aussi au moment de Noël, parce que certains imams se présentaient justement comme des tampons entre l'État, le gouvernement, les forces de l'ordre et les émeutiers. Est-ce qu'il y a une pression religieuse aussi aujourd'hui en France ? Oui, oui, c'est ça. Il y a eu au départ, c'était le clientélisme d'élus sans scrupules qui comptait sur l'arithmétique électorale, donc qui promettait des lieux de culte, des associations, des subventions, etc. Et petit à petit, ils se sont rendus compte qu'ils étaient cette population qui était leur clientèle est devenue plus ou moins majoritaire, donc finalement, elle pouvait très bien se trouver son propre élu issu de sa communauté, donc il fallait encore faire plus de diligence à son égard. Et à partir de là, des figures comme les imams ou les leaders du trafic local sont devenus des acteurs incontournables. Les vrais médiateurs des cités, ce sont ces personnes-là. Donc il y a tout un processus de négociation souterrain qui se met en œuvre, d'accords plus ou moins secrets pour acheter la paix sociale, tant qu'on peut encore l'acheter. Mais on est parti dans un mécanisme de chantage et de pression communautaire dont on ne peut pas sortir à moins de complètement renverser cette logique d'immigration folle qui a, encore une fois, changé la population de pans entiers du territoire. Et changer une population, c'est changer une civilisation. On peut trouver ça formidable, mais on peut aussi se demander si ce changement est légitime et profitable à notre société. Mm. Aujourd'hui, on voit que l'insécurité s'étend sur l'ensemble du territoire. On peut reparler de ce meurtre de Thomas à Crépol, notamment, zone rurale a priori. Est-ce que vous aviez prédit ce phénomène, Laurent Oberton, ou est-ce que selon vous, ça restait très localisé justement dans ces points chauds, ces zones de non-droit, comme on les appelle ? Non, on le voyait arriver, en fait. C'est-à-dire, oui, il y a quelques années, quelques décennies, c'était vraiment certains quartiers qui étaient connus dans tout le pays. Vous aviez les Minguettes à Vénissieux, vous aviez des quartiers comme ça. Et petit à petit, on nous a dit, maintenant, en fait, on a 500 zones les fameuses cités sensibles. Et puis finalement, on a 1500 quartiers prioritaires, etc. Et le chiffre ne cessait de grandir. Et on voit ça dans toutes les villes, même les moyennes des petites villes. On voit dans des bourgs de 500, 500, 600 habitants, on voit des embrasements, des fièvres comme ça, des explosions d'émeutes et des crimes gratuits épouvantables partout. Donc il n'y a plus aujourd'hui de territoire préservé. Pendant très longtemps, on disait la Bretagne est complètement épargnée par ces excès de vivre ensemble, et c'est plus du tout le cas non plus. Donc, ça arrive près de chez vous, en quelque sorte, et les Français se rendent très bien compte du phénomène. Ils y sont confrontés. Il y a plus la seule fuite, c'est l'expatriation, mais c'est pas une option pour beaucoup de Français. Donc maintenant, c'est partout, tout le temps. Il y a plus de bons endroits et de bons moments. C'est juste, vous avez espéré simplement que ça tombe pas sur vous et faites vos prières, mais c'est une situation qui est devenue, qui fait partie de la charge mentale du citoyen au quotidien. On l'a intégré dans notre logiciel, mais quand on passe par tel quartier, quand on passe par tel endroit, il est telle heure, comment va-t-on s'habiller, est-ce qu'il faut attention de ne pas prendre d'objets de valeur, etc. C'est un comportement qui a complètement été intégré et qui fait partie de notre quotidien et à mon avis, hélas, pour encore un moment. Est-ce que vous pensez qu'on doit adopter justement ces gestes pour pouvoir se protéger et essayer de diminuer le risque de se faire agresser, ou est-ce que c'est
une certaine forme de première soumission, justement, et de s'adapter à quelque chose auquel on n'aurait pas à devoir s'adapter normalement, Laurent Oberton? Bah, il y a deux choses. Dans le concret, dans la vie de tous les jours, si on s'adapte pas à cette situation, eh bien, on met sa peau en jeu. Si je m'amuse en me disant, bah, tiens, moi, je vais aller me promener à Bobigny dans une tenue, je sais pas, En jupe, tout affriolante, simplement. voilà, par exemple. Oui, oui, ça suffit très largement, et parce que c'est ma liberté et parce que il ne peut rien m'arriver d'affreux, eh bien, voilà, là, je fais un magnifique sacrifice, mais qui sera complètement vain et qui n'est pas raisonnable. Mm. Il faut prendre en compte la situation nouvelle. Par contre, effectivement, on peut refuser de trouver ça normal, et on peut se battre par tous les moyens politiques, associatifs, culturels, etc., pour secouer la population endormie à ce sujet en lui disant c'est absolument anormal que notre pays, qui est censé être le phare des libertés individuelles et de l'art de vivre, etc., soit réduit à se soumettre à des normes d'un autre âge qui sont complètement aberrantes. Donc on peut faire les deux. Il faut être raisonnable dans la vie de tous les jours, mais il faut jamais être dans ce que le Québec appelait les accommodements raisonnables, c'est-à-dire eh bien la soumission, la lâcheté qui pousse à accepter des situations qui sont inacceptables. Mm. Vous, pour vos livres notamment, vous êtes en contact de temps en temps avec les forces de l'ordre, si je ne m'abuse. Est-ce qu'elles vous font des confidences sur la situation? Est-ce qu'il y a un gap entre ce que le gouvernement tente de maintenir comme image de la France, par exemple dans les médias, et la réalité du terrain? Ah ouais, évidemment, c'est assez épouvantable. Enfin, il y a ces deux mondes. Et moi, j'avais essayé d'être le chaînon manquant entre ces deux mondes avec la France Orange Mécanique, en expliquant ce que vivaient au quotidien les forces de l'ordre, parce que je reçois tous les jours, et j'en reçois même beaucoup trop pour pouvoir les traiter, des faits abominables, des récits de garde à vue, des choses qu'évidemment les médias traitent, mais très partiellement. Un média, il va faire un gros titre, et enfin un gros titre, c'est même tellement banal que ça passe inaperçu. Un jeune planté pour une cigarette, une femme violée dans un parking, etc. Et les mots sont devenus, on passe à autre chose, on y prête à peine attention. Mm. Alors que quand vous allez quand vous allez sur le détail de ces affaires, l'impact qu'elles ont dans la vie des victimes, c'est vraiment hallucinant. On a des octogénaires qui sont torturés chez eux avec un fer à repasser appliqué sur les pieds, sur les mollets pour qu'ils révèlent où sont leurs économies ou pour qu'ils donnent leur code de carte bleue. Ça arrive de plus en plus souvent. Et on laisse ça comme si c'était normal. Ces gens sont livrés à eux-mêmes. Ils n'ont plus qu'à terminer leur existence avec ce traumatisme. Et tant pis pour eux. On ne fait pas de vivre ensemble sans casser quelques innocents. C'est un petit peu le message. Et moi, voilà, pour moi, la vérité doit être dite. La vérité n'est jamais nocive. Et continuer à essayer de la censurer, de la dissimuler par tous les moyens, est une faute extrêmement grave, est un crime contre la société, contre la confiance que le citoyen peut avoir à l'encontre de ses gouvernants, à l'encontre de ses médias, de ceux qui sont censés l'informer. Mm. Puisqu'on parle des forces de l'ordre, il y a un autre aspect qu'on peut aborder avec vous, Laurent Oberton, c'est cette pression qu'on fait justement sur ces agents, notamment par exemple au moment de l'affaire Naël, où très vite on s'interroge sur la responsabilité du policier qui exerçait tout simplement ce pourquoi il avait été engagé. Est-ce que vous pensez que ces forces de l'ordre pourraient elles aussi justement se révolter contre cette pression qu'ils subissent au quotidien et qui devient, à en croire certains, assez invivable? Oui, on a eu déjà des manifestations de policiers, mais alors encore une fois, eux, c'est très difficile parce que la répression qui pèse sur eux est très 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 forte, une répression administrative qui leur promet le placard et plus si affinité s'ils l'ouvrent un peu trop. Et eux sont vraiment dans cette situation extrêmement délicate d'avoir à. On attend d'eux
eh bien qu'ils fassent face à des délinquants. On est à 12 refus d'obtempérer par jour qui mettent en danger la vie d'un tiers. C'est-à-dire d'un policier, d'un passant, de quelqu'un d'autre que le chauffard qui essaie d'échapper au contrôle de police. Donc tous les jours, ils mettent leur vie en jeu, et on ne veut pas qu'ils aient les moyens d'aller au bout de leur mission. C'est-à-dire, quand on a un type qui roule à 130 dans une ville et qui fonce sur des policiers, des passants, les trottoirs et les passages piétons, on ne veut pas lui faire courir un risque plus grand que celui qui fait courir à la population. Donc c'est complètement aberrant. Et on sait très bien que derrière, il y aura ce procès médiatique, politique. On aura le nouveau Front populaire qui dira que personne ne doit mourir, etc., dans un refus d'obtempérer. Et on va vraiment essayer de les empêcher de mener à bien leur mission. On va les accuser de contrôle aux faciès, de racisme, de tout ce qu'on veut. Et eux, ils ont toute cette pression qui pèse sur eux. Ils ont la pression de la rue, ils ont leur règlement, ils ont leurs obligations légales que n'ont pas du tout ceux auxquels ils sont confrontés. Donc leur situation est assez intenable, avec des moyens évidemment réduits, avec cette pression politique extrême. Donc c'est pas étonnant ils soient complètement à bout et qu'ils soient au bord de l'explosion permanente. Pour l'instant, ils sont très légalistes et très disciplinés, mais c'est difficile de prévoir si ça peut durer aussi. Mm. Le temps file, je continue avec mes questions, Laurent Oberton. Tout ce qu'on décrit depuis le début de cet entretien, c'est un chaos assez généralisé. Face à ce constat, certains expliquent que finalement, un embrasement général, c'est ce qui pourrait arriver de mieux à la France, dans le sens où ça permettrait de faire table rase et de repartir sur des bases saines. Qu'est-ce que vous pensez de ce discours, Laurent Oberton ? Alors, effectivement, ça peut fortement arriver. Par contre, est-ce que c'est une bonne nouvelle? Ça, je sais pas, parce que Monsieur Moyen n'est pas prêt à ça. On vit dans une situation de confort extrême depuis quelques décennies. On est complètement habitué à ça. On a connu que ça. Et l'immense majorité de nos compatriotes ne sont absolument pas prêts à un retour à un contexte, comment dirais-je, médiéval, un monde sans information, sans électricité, sans chauffage, sans société, sans force de l'ordre, au grand chacun pour soi. Enfin, même ceux qui pensent être prêts à ça ne le sont pas, à mon avis. Et donc on on peut pas jouer notre vie à la loterie. Je pense il est encore temps de réarmer les esprits, déjà. Ce sera toujours utile de s'habituer à reprendre en main la maîtrise de notre destin, à ne plus déléguer nos responsabilités fondamentales, à essayer d'avoir un impact sur notre vie bien plus important, plutôt qu'attendre que ce soit le président de la République qui améliore notre sort. Chacun peut faire beaucoup plus que ce qu'il ne fait à l'heure actuelle à cette fin. Et moi, c'est toujours mon discours, c'est-à-dire on parle beaucoup de politique, mais il faut beaucoup parler de l'individu, beaucoup plus que ça. On peut déjà, nous, à notre échelle, améliorer considérablement et sensiblement les choses. Et c'est seulement à partir d'individus forts qu'on peut avoir une réponse collective forte, une politique forte. On a exactement ce que nous méritons. Je crois que le paysage politique, le gouvernement, est à l'image de ce que nous sommes aujourd'hui. Donc c'est ce que nous méritons. Et si nous voulons mériter mieux, eh bien il faut faire mieux, il faut être mieux, il faut davantage de mobilisation, être davantage audible et être plus fort en quelque sorte. Est-ce que vous pointez souvent du doigt l'individu, justement? Est-ce que l'une des conditions de survie, c'est de réussir justement à recréer aussi des communautés fortes de Français autochtones, si je puis dire? Voilà, je pense qu'il faut plus, comme on l'a fait, le français, il a accepté cette centralisation mentale, l'idée que son cerveau c'était Paris, c'était la télévision, c'était le gouvernement, c'était la chaîne de décision politique, alors que c'est lui-même qui est maître de son destin, de son environnement, du choix où il vit, de l'école où comment il va éduquer ses enfants, etc. Il faut arrêter de déléguer tout ça. Il faut reprendre en main les choses. Il faut exiger beaucoup plus d'autonomie, la manière d'assurer sa sécurité, puisque l'État est défaillant en la matière. Le citoyen doit prendre les devants et ainsi à tous les niveaux.
Et il doit exiger, voilà, son argent est son argent. Ces messieurs qui nous gouvernent ont quand même jeté 1000 milliards d'euros par les fenêtres ces dernières années. Ils ont endetté nos enfants. Leur place, à mon avis, est à minima en prison. Donc il faut faire passer ce genre de message et on ne peut plus tolérer, encore une fois, des situations qui sont parfaitement intolérables. Donc la révolte passe avant tout par les esprits. Et c'est le message que je m'efforce de passer ces dernières années. Alors justement, il nous reste quelques secondes. Laurent Oberton, vous publiez très récemment donc l'ouvrage Guerre. Est-ce que vous voulez le présenter en quelques mots et expliquer à nos auditeurs où est-ce qu'ils pourront le retrouver et à partir de quand ? Voilà, en quelques mots, donc guerre, c'est justement tout ce que le citoyen peut faire face à cette secte qui nous gouverne. Il faut bien l'appeler comme ça. J'explique pourquoi dans ce livre. C'est pas un terme gratuit ni complotiste. On est face à une secte, à une dérive sectaire, et il faut lutter, et on a des armes pour le faire. Donc j'essaie d'expliquer ça dans ce livre, dans le livre Guerre. J'essaie de donner des solutions individuelles et des solutions collectives pour sortir de cette situation. Ce livre sort donc le 26 septembre en librairie. Il est disponible aux éditions Magnus. Et c'est donc mon 12e livre en 12 ans. Maintenant, je suis dans l'ère des solutions, après l'ère des constats. C'est une demande très forte de mes lecteurs et j'espère apporter des éléments de réponse solides et tangibles avec ce livre. On vous recevra à nouveau une fois le livre sorti pour en parler à notre antenne. Merci beaucoup Laurent Oberton de nous avoir accordé de votre temps ce matin. Je rappelle que vous êtes journaliste et essayiste, auteur de La France Orange Mécanique, Guérilla et Raisonnablement Sexiste. Et puis donc tout dernièrement et très prochainement, Guerre aux éditions Magnus. Merci beaucoup et à très bientôt Laurent Oberton.